Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, vu l'heure. Bienvenue dans ce live en coulisses organisé par Chance sur le métier de hôtesse de l'air, en présence de Inès, qui est elle-même hôtesse de l'air. Avant de laisser la parole à Inès, qui va certainement se présenter, je vais juste vous expliquer un petit peu ce qu'est le parcours Chance pour ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, Chance, c'est un bilan de compétences et une grande communauté d'entraide. Et le principe de Chance, c'est que chacun puisse trouver sa juste place professionnellement parlant. Et donc ça passe par suivre un parcours en plusieurs étapes. Donc notamment une étape d'introspection, une étape d'exploration et après une étape de plan d'action, en gros. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on va faire, l'exploration, mine de rien, puisque grâce à Inès, on va pouvoir explorer le métier de hôtesse de l'air. Personnellement, j'en rêvais quand j'avais 17 ans. Je ne l'ai pas fait, mais je suis d'autant plus intéressée d'en savoir plus. Et Inès, je te laisse la parole si tu veux nous dire comment tu es arrivée à ce métier. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Chance de pouvoir me permettre de parler de mon métier aujourd'hui. Comment j'en suis venue à devenir hôtesse de l'air? Moi, c'était pas spécialement un rêve de petite fille comme beaucoup. C'est suite en fait à un événement un peu traumatisant dans ma vie, un événement un peu tragique, familial, où en fait j'ai pris conscience de la valeur de la vie, du temps qu'on a, de ce qu'on veut faire réellement, concrètement. Et du coup, mes réflexions m'ont mené au métier d'hôtesse de l'air, de par le mode de vie qu'il représente. Voilà, donc j'avais 20 ans, j'ai entrepris mes études d'hôtesse à 23 à peu près, et j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse de l'air à l'âge de 24 ans. Voilà. Super, merci. J'informe tout le monde que les questions sont plus que bienvenues dans le chat, donc vous pouvez les poser à cet endroit. En attendant qu'elles arrivent, moi je vais te poser mes questions. Euh, alors déjà, ça fait combien de temps que tu exerces du coup? Ça va faire 6 ans l'année prochaine, ouais, en début d'année, là, ouais. 6 ans, 5 ans et demi, pour être Ok. précise. Et est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous résumer alors j'allais dire une journée type, mais non, si c'est des longs courriers, ça va être peut-être des semaines type, parce que je pense que c'est un métier qu'on fantasme pas mal. On se dit, waouh, on voyage beaucoup, mais il y a sûrement l'envers du décor. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais. Ouais, alors journée type, si, ça peut se raconter, hein, puisque j'ai à peu près en moyenne un vol par semaine. Donc un vol, ça représente finalement le vol aller, l'escale sur place, puisque ça fait partie des repos légaux obligatoires, et le vol retour. Donc ça représente au minima 3 jours d'engagement. La journée type, en fait, elle commence avec, je vais essayer de vous faire court et bref, 1 heure et demie avant l'heure de décollage, on doit venir. On a un briefing en fait qui est fait main dans la main avec les pilotes pour aborder justement toutes les particularités du vol sur le plan de la sécurité et sur le plan commercial. Donc on aborde un petit peu tous ces points. Ensuite, on se rend à l'avion. On a des vérifications techniques à faire avant que les passagers n'arrivent dans l'avion, donc surtout ce qui fait partie des équipements de sécurité à bord. Suite à ça, l'embarquement, le vol, l'escale, tel qu'on peut l'imaginer. C'est pas vraiment tel qu'on peut l'imaginer, c'est relativement court en général. C'est pas des vacances, comme les gens peuvent croire. On se repose, on s'adapte, on compose comme on peut. Puisqu'au final, la difficulté là-dedans, c'est gérer la question un peu physiologique, la fatigue que génère et suscite en fait toute cette organisation finalement, avec les décalages horaires, avec les vols de nuit, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le point noir du métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup, la journée type. Oui, oui, tout à Je sais fait. pas. Ok. Euh, par exemple, quand tu fais entre deux longs courriers, donc tu as un temps de repos sur place, donc Ouais, ce que tu appelles l'escale, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Euh, Quand c'est des longs courriers, quel est le temps d'escale le plus court, le temps d'escale le plus long pour se rendre compte? Alors ça, c'est très variable d'une compagnie à l'autre, mais je dirais que le minimum légal, pour le coup, c'est 24 heures. D'accord. C'est 24 heures, ça peut être un petit peu moins, mais c'est approximativement dans ces eaux-là. Mhm. Dans ces 24 heures, on est d'accord que tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, alors il faut quand même nuancer. Je suis du coup libre de faire ce que je veux en termes d'activité. Par contre, on est toujours dans le cadre du travail. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut quand même rester consciencieux et professionnel. Puisque Mhm. malgré tout, en escale, on continue d'incarner, de représenter la marque pour laquelle la compagnie, pour laquelle on travaille. Donc, il faut quand même être conscient de tout ça. Et c'est là où il faut être un peu prudent, quoi. Ça peut.
Ça peut être dangereux par moment en fonction des endroits dans lesquels on va. Il y a des escales pour lesquelles on n'a pas le droit, par exemple, de sortir. Il y a des prescriptions de sûreté. Il y a des gens qui travaillent toute l'année, en fait, qui étudient le contexte géopolitique, les risques en cours et toutes ces choses-là. Et donc, on a des escales où on a clairement des interdictions de sortir de l'hôtel ou de faire des choses en particulier. Ah oui, d'accord, selon les pays et les contextes. Exactement, ouais, c'est ça. Mais sur un pays, disons, développé, similaire au nôtre, si tu as, je sais pas, 36 heures d'escale, tu as la liberté d'aller te promener, Ah oui, magasin, complètement. visiter Ouais, un absolument. musée, Tout à d'accord. fait. Ouais, complètement. OK. Donc c'est ça, c'est parce que c'est un ça entoure pas mal ce métier, c'est l'image qu'on s'en fait, on Ouais. peut voyager, etc. Et puis après, souvent, on a un peu les retours inverses où on nous dit, bah non, tu te reposes, tu visites pas. Donc toi, tu nous dis qu'on peut faire un peu des deux. Ouais, bien sûr. Après, c'est en fonction de chacun. Chacun fait comme il peut et enfin, comme il veut et comme il peut, en fonction de son énergie, de ses capacités, de son envie. Moi, il m'arrive très souvent de prendre mes baskets et d'aller faire mon jogging en bord de mer ou peu importe, en ville, là, en fonction de là où je suis. On a cette liberté-là. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce qu'il faut quand même aussi assurer le vol-retour. Donc, oui. Oui. On a quand même cette chance-là, oui, heureusement, où on a un échantillon de tourisme, de visite à l'escale où on est. Ouais, ok, Ouais. je vois. D'accord. Dites donc, on a une question de Sarah qui demande, est-ce que les formations sont différentes si on fait des longs courriers ou des vols courts? Non, absolument pas. En fait, le bagage scolaire est le même. Après, je dirais que c'est le mode de fonctionnement qui diffère. Le bagage est le même. Après, il faut passer le CCA, le Cabin Crew Attestation, si on veut devenir hôtesse de l'air. Après, peu importe qu'on soit sur long ou sur moyen ou sur court courrier, c'est les mêmes tâches à bord en fait à effectuer. L'essence même du métier, c'est d'assurer la sécurité et le confort des passagers à bord. Voilà, la sécurité étant quand même ce qui prime. S'il y a n'importe quel problème de n'importe quel ordre à bord, il faut pouvoir intervenir. Et c'est la même chose en fait, quelle que soit la destination, que ce soit sur long, sur moyen ou court. Oui, d'accord. Ouais. Donc ça va être la même formation. Et par exemple, sur l'aspect rémunération, alors on peut rester aussi flou que ce que tu souhaites, évidemment. Tu ne partages que ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a des gros écarts entre des petites compagnies qui fait des cours, des vols courts, comment dire, des vols territoriaux, c'est comme ça qu'on dit Oui, des vols nationaux, ouais. Voilà, nationaux, et une compagnie qui va faire des longs courriers. Est-ce qu'il y a un gros écart de rémunération? Non, pas spécialement. Il y a un petit écart en effet, mais c'est pas énorme puisque on a tous à peu près le même quota d'heures à effectuer tous les mois. Après, c'est vrai qu'en fonction des compagnies, il y a d'autres choses qui interfèrent. Dans certaines compagnies, il va y avoir des ventes de produits à bord, des ventes de tickets, de jeux à gratter, des choses comme ça. Ça va vraiment varier d'une compagnie à l'autre, mais de manière générale, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. On a le même nombre d'heures à faire tous les mois. Après, ce qui fait changer un petit peu au niveau du salaire, c'est les heures de nuit. Forcément, elles sont plus valorisées que le reste hein, quand on fait des retours, parce qu'en général, les 3/4 des retours sur long courrier, en tout cas, je parle de ce que je connais, s'effectuent de nuit. Donc, forcément, ces heures-là sont valorisées, elles sont mieux payées. Il y a plein de petits paramètres qui vont rentrer en compte, la durée du vol. Voilà, maintenant, il n'y a pas, non, pour répondre à ta question, il n'y a pas un écart si conséquent que ça, D'accord. que ce soit sur moyen ou sur long. D'accord. Et dans ce cas, j'enchaîne avec une autre question. Comment, si tu peux nous éclairer dessus, bien sûr, comment on explique que souvent dans le milieu des hôtesses de l'air, il y ait cette ambition de travailler dans des grandes compagnies? Qu'est-ce qui va motiver? Est-ce que c'est uniquement une question de prestige ou est-ce qu'il y a plus d'avantages ou des missions plus intéressantes parce que c'est plus diversifié? De manière générale, je dirais que oui, il y a peut-être en effet le côté prestige, puisque maintenant, malgré tout, les compagnies sont quand même bien relayées, médiatisées via les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il y a quand même, je pense, une question d'image. Je pense, selon moi, en tout cas, c'est minoritaire. Mais c'est surtout les conditions qui vont être attachées à ces grandes compagnies. Il y a en fonction de votre contrat, des avantages liés au pays, notamment en France, où si vous travaillez dans une compagnie française, c'est bien plus avantageux parce que le système français professionnel est quand même bien plus développé, notamment au niveau des droits du salarié, tout ça. Donc, c'est quand même aussi de ce côté-là.
d'un point de vue juridique et social, je dirais, et d'un point de vue avantage, parce que l'intérêt d'intégrer une grande compagnie, c'est qu'il y a plein d'avantages, des comités d'entreprise, des choses comme ça aussi qui sont développées parallèlement. Donc, c'est d'autant plus intéressant quand on aime ce métier que de s'affilier à des grandes compagnies. Ouais. D'accord, ok. Je comprends. Merci. Avec plaisir. Tiens, on a une question de Nathalie. Y a-t-il, pardon, une limite d'âge dans ce métier? Non, pas du tout. Contrairement aux idées reçues, vraiment pas. J'ai vu des hôtesses de 50, même plus de 50 ans commencer. Alors après, c'est toujours un petit peu délicat, en effet, de se lancer peut-être à cet âge-là. Il faut avoir, je pense, un petit peu plus confiance en soi, etc. Mais c'est pas impossible. Il n'y a pas de date limite pour les compagnies à recruter justement des hôtesses. Non. Ok. Et je pense qu'on connaît presque tous, de près ou de loin, une personne qui fait ce métier, ou en tout cas souvent de loin d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que on a souvent l'impression que c'est des personnes qui prennent leur retraite assez jeunes. Est-ce que ça fait partie de la genre, convention collective, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que c'est un choix, c'est des retraites anticipées, comment ça se passe? Alors, je sais qu'en France, il y a, enfin, c'est question alors, à modérer là, ma réponse pour le coup, mais je crois qu'en fonction justement des compagnies, il y a des caisses de retraite qui sont indépendantes et qui permettent justement de partir un peu plus tôt. Maintenant, si on prend l'exemple, alors je sais, c'est un exemple hyper extrême, c'est les États-Unis. Ils ont fêté il n'y a pas très très longtemps l'âge record de la doyenne, je crois que c'est United, à 86 ans ou 88 ans. Voilà, là on est encore dans l'extrême et le paradoxe américain, mais ouais, on a par rapport à l'âge moyen légal maintenant en France, nous toujours la possibilité de partir un peu plus tôt, oui. Okay. Et ce qui se comprend aussi d'une certaine manière, puisqu'on met quand même à rude épreuve notre corps, notre physique, donc il faut rester en bonne santé et en bon état tout au long de sa carrière, quoi. Donc partir à 64-65, ça me paraît un peu tard par rapport à ce que nécessite en fait, à ce que requiert notre métier par rapport à la forme physique. Ouais. Mais oui, du coup, pour répondre de manière globale, oui, on peut partir plus tôt. Ouais. Et est-ce que c'est lié aussi à cette question de rayonnement oui. du champ Rayonnement. magnétique, c'est ça? Il y a le rayonnement cosmique, oui, Voilà. tout à fait, exact. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu qui font qu'on fatigue notre corps de manière prématurée. Il y a le rayonnement cosmique d'une part. Il y a le travail en altitude aussi, puisqu'on est quand même dans un avion avec une pressurisation artificielle. Donc, on reproduit la pression au sol, mais qui est complètement factice finalement. Et puis, voilà, il y a plein de petites choses qui interviennent à bord qui font qu'on ronge drastiquement, je dirais, notre santé. Les décalages, les vols de nuit, physiologiquement, on ne s'en remet jamais. On se repose, mais les nuits perdues, elles ne sont jamais récupérées. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui nous usent. Et moi, quelque chose qui m'avait marqué, je finirai là-dessus, c'est que durant ma formation d'hôtesse, c'était carrément dans l'école où j'ai passé mon diplôme, où on nous mettait en garde sur le fait qu'on perdait quand même quelques années. Je ne suis plus exactement sûre, mais je crois que c'était de l'ordre d'une dizaine d'années. Je ne veux pas m'avancer, on va rester sur quelques années. Mais oui, c'est quelque chose de réel. Ouais. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il faut choisir, quoi. C'est un beau métier, mais c'est un choix que j'ai fait et je regrette absolument pas pour le coup. Je préfère avoir une vie courte et intense que longue et ennuyeuse. Tu vois certainement plein de choses lors des escales, ça on en ouais, c'est extrêmement enrichissant, vraiment. C'est culturellement, humainement, c'est incroyable, quoi. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans un autre cadre. Qu'on verra d'ailleurs probablement jamais plus, et c'est vraiment très très enrichissant. Il n'y a aucune routine en fait dans ce métier. Aucune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu pour le coup. Alors qu'on pourrait penser que c'est un peu toujours monter dans l'avion, faire les signes de sécurité, vérifier les ceintures, mais en fait, toi, tu ne le sens pas comme ça. Bah, disons que si, perçu comme ça, chaque métier finalement est un peu redondant. Il y a toujours un processus répétitif, quel que soit le métier qu'on choisit finalement. Maintenant, il faut savoir saisir l'essence de ce métier, la beauté de ce métier, la richesse. Et selon moi, voilà, il ne faut pas s'attarder sur ce qu'on fait systématiquement. Le service, voilà, en effet, c'est toujours un peu la même chose. Mais les personnes qui s'offrent à nous, elles sont pour le coup complètement différentes à chaque fois. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est ça qui est incroyable. Il faut aller au-delà, en effet, des actions qui sont toujours les mêmes systématiques, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Super. On a une question de Sarah, puis après on aura une d'Élise. Alors Sarah demande, est-ce que l'équilibre vie pro, vie perso est facile à mettre en place?
Alors ça, c'est une vieille idée reçue aussi, un vieux mythe, dans le sens où, à l'époque, il y a pas loin d'un siècle maintenant, les hôtesses, quand elles partaient, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni téléphone, ni rien, et elles partaient pour 10 à 15 jours, en fait, à chaque fois. Ce qui représentait justement un frein conséquent pour la vie de famille, etc. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme je disais un peu plus tôt, je pars 24 à 48 heures. Donc voilà, après, j'ai le reste de ma semaine qui est libre. Par rapport à une personne lambda qui ferait 5 jours par semaine au bureau. Certes, je pars de manière totale nuit et jour, mais quand je reviens, j'ai plusieurs jours consécutifs pleins chez moi, entre guillemets. Donc, bon, je n'ai pas encore d'enfant, mais le jour où j'en aurai, je sais pas, pour moi, c'est un plus. Je me dis que je ne vais pas seulement les voir quand je rentre du bureau le soir, fatiguée, faire à manger, puis reprendre ma vie routinière, puis repartir au boulot le lendemain à 8 heures et les croiser finalement dans ma journée. Maintenant, selon moi, j'ai plus de temps qu'une personne lambda pour m'y consacrer. À la vie de famille et à la vie personnelle. Ouais. Et du coup, c'est une très bonne transition ce que tu dis avec la question d'Élise. Elle demande comment tu imagines ton métier. Et du coup, moi, j'en profite pour dire ta vie, peut-être, dans 10 ans. Toujours dans le même domaine, ça c'est évident. Je ne voudrais plus aujourd'hui quitter ce mode de vie, parce qu'on parle vraiment d'un mode de vie, hein. C'est bien plus qu'un métier, c'est vraiment un mode de vie. Alors peut-être en ayant évolué, chef de cabine, quelque chose comme ça me plairait beaucoup. Parallèlement, peut-être une autre activité à côté. Ça, c'est un projet que j'ai personnellement, histoire de peut-être pas mettre tous mes œufs dans le même panier, puisque notre métier dépend quand même d'une licence médicale, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, donc, pas si demain, pour X raison, je ne peux plus exercer mon métier, je n'ai pas envie de me retrouver sans rien non plus. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai ces mêmes racines dans l'aérien. Ça, c'est évident. Si je peux. Ouais. Oui. Ok. Et alors, on va enchaîner tout de suite, si tu le viens, avec cette histoire de licence médicale. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas être hôtesse de l'air si on a des problèmes de vue? Non, pas du tout. Non, ça a énormément évolué. Pour les pilotes, par exemple, c'était rédhibitoire. Maintenant, c'est pareil pour les hôtesses. Tant qu'on a une paire de lunettes qui corrige la vue, voilà, comme vous en avez besoin, c'est d'accord, c'est OK. Et il faut avoir une paire de lunettes en plus sur soi. C'est la condition aussi sine qua non au cas où vous perdriez la vôtre. Mais non, maintenant, c'est tout à fait possible. Au même titre qu'il n'y a pas de limite de taille. C'est ça, il y avait aussi ce mythe, toutes les hôtesses de l'air sont grandes, etc. Ouais. Pas forcément. Alors, mon avis sur la question, c'est que la limite de taille, elle devrait rester, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même des choses en hauteur qu'on doit attraper, notamment des objets de sécurité, des choses qui peuvent être vraiment utiles et indispensables au bon déroulement du vol. Au-delà des raisons esthétiques, en fait. Non, recaler une personne parce qu'elle est trop petite et que c'est pas joli ou si ou là, ça, pour moi, ça rentre pas en compte. Mais pour des raisons purement sécurité, oui, j'aurais tendance à laisser un minimum, mais c'est plus le cas, en tout cas. Maintenant, aujourd'hui. C'est marrant, j'avais cette idée que je pensais que la question de la taille, c'était pas qu'une question d'image ou de prestige, mais c'était en fait pour bien voir les gens parmi la foule. Mine de rien, quand on est petit, on voit pas bien et qu'en cas d'urgence, en fait, qu'on puisse avoir une meilleure vue globale de ce qui se passe. C'est possible, c'est possible. J'avoue que j'avais jamais entendu ça, mais oui, ça se tient, en effet. Ça se tient. En cas d'évacuation, il faut bien voir qui est son référent, son hôtesse en charge de son évacuation. Donc oui, ça peut être un critère, en effet. Mais on reste toujours dans le cadre de la sécurité. Donc oui, c'est complètement entendable. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ok. Alors, Nathalie nous demande où se forme-t-on et quelle est la durée de la formation et son coût? Alors, où se forme-t-on? Il y a beaucoup d'écoles en France qui existent. Moi, pour le coup, c'était l'ESMA à Montpellier. Donc, c'est l'École supérieure des métiers de l'aérien, de l'aéronautique, je ne sais plus. La durée pour hôtesse de l'air, c'est très court, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est très intense, très chargé, mais c'est court. C'est de l'ordre de 2 ou 3 mois. Déjà au rythme de vie, c'est déjà court et intense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est pour nous préparer finalement. C'est de l'ordre de 2-3 mois, je dirais, pas plus, même pas. Ah ouais, non, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court. Après, il faut plein de petits diplômes parallèles. Il faut un diplôme en natation, je ne sais plus quel est exactement le détail de ce diplôme-là, attestant qu'on peut faire un 50 mètres en moins de temps. Il faut aussi le TOEIC, ou du moins un diplôme
par rapport aux langues, en fait. Il faut un niveau minimum par rapport à l'anglais, qui est la langue de l'aéronautique. Donc, il faut parler anglais. Et le coût, je sais que moi, il y a 5-6 ans, donc avant Covid, hein, maintenant tout a augmenté, donc je ne sais pas, à revoir, mais c'était entre 2 000 et 3 000 euros pour la formation. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est accessible. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, par exemple, pour démarrer est-ce qu'on peut y aller post-bac, par exemple? Exactement, moi je n'ai qu'un bac, donc j'ai Mais arrêté tu as à bac, enchaîné un tout bac de suite général. après ton bac? Non, du tout. Non, non. J'ai Ah, travaillé, j'ai fait des petits métiers alimentaires comme ça, justement avant la date de ces 20 ans qui a été un électrochoc. ouais, Et non, non, j'ai simplement un bagage, voilà, bac général, et puis d'accord. ça suffit pour pouvoir devenir hôtesse de l'air. Ouais, Ok. voilà. On a Sarah qui demande, est-ce qu'il faut parler une troisième langue étrangère ou est-ce que anglais et français, ça suffit? Non, il faut simplement parler anglais. Après, plus on en a, mieux c'est, bien évidemment. Mais le b.a-ba, vraiment, c'est anglais-français. Et imaginons que tu parles très bien allemand, est-ce que du coup ta compagnie aurait tendance à te mettre de manière privilégiée sur des vols à destination de pays germanophones? Oui, tout à fait. Dans la compagnie pour laquelle je travaille, on a des hôtesses spécialisées, donc beaucoup pour l'Asie ou l'Amérique du Sud. Et du coup, ces personnes-là sont amenées à avoir davantage de vols en rapport avec la langue, la troisième langue, Mm, X langue qu'ils parlent, oui, bien sûr. Oui, c'est un plus même d'ailleurs. C'est un plus. C'est très apprécié dans les compagnies aériennes que d'avoir une langue autre que l'anglais et le français. mm. Ouais, 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 ouais. ok. Et qu'est-ce qui va être un autre plus? Par exemple, quels sont les autres métiers qui sont... Parce que tu parlais tout à l'heure du fait de rester dans le secteur, rester dans le domaine, mais pas forcément sur ce métier. Quelle serait une suite possible ou une évolution, à part chef de cabine? Alors oui, dans le cadre de l'aérien, ça va toujours, voilà, donc en cabine, chef de cabine ou chef de cabine principale. Mais les autres métiers, je sais que c'est beaucoup les métiers du luxe, Mm. de l'hôtellerie, qui sont très... On a des profils qui recherchent, en tout cas. J'ai moi-même été démarchée par une grande maison de luxe, dont je dirais pas le nom, peu importe, on s'en fiche, mais qui justement voilà, était en demande de personnes comme nous, parce que c'est des métiers qui sont très similaires finalement, hein. Mm. C'est du service en altitude, hein, ce qu'on fait, donc Mm. que ce soit au sol ou en altitude, finalement, c'est recherché et apprécié. Donc c'est beaucoup d'hôtellerie et pas que, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'hôtesses voilà, que je connais, hein, qui ont des métiers parallèles qui n'ont rien à voir avec ça. Il y en a qui sont psychologues, il y en a qui sont dans le médical, infirmières, pompiers volontaires. En fait, le temps qu'on a à côté du métier nous permet de faire vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est ça la Mm. richesse aussi de ce métier. Mm. C'est Et le pour temps qu'on a qu'on peut investir autrement. Pardon. ouais, c'est Oui. ça. Non, non, très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Mais, justement, tu dis le temps qu'on a à côté nous permet d'avoir potentiellement une autre activité. Mais est-ce que, sans avoir d'activité à côté, euh, la rémunération permet d'en vivre? Parce que forcément, si on travaille, Ouais, enfin, est-ce que ça ouais, ouais, suffit bien sûr. en Oui, tant oui. que job Oui. seul? Pour ce qui est de ma compagnie, moi personnellement, oui, on pourrait très bien se contenter de ce qu'on génère comme revenu, bien sûr. Maintenant, je sais que c'est pas le cas de toutes les compagnies. Il y en a qui sont quand même moins avantageux, je dirais, que d'autres. Et c'est là, en fait, le nerf de la guerre dans ce métier, c'est qu'en fonction de la compagnie pour laquelle on va travailler, les conditions seront vraiment pas les mêmes. Mm. Sans m'épancher sur la question, mais c'est vrai que ça peut vraiment changer d'une compagnie à l'autre. Et c'est là où il faut être vigilant si on envisage de faire ce métier bien ciblé. Je dirais mon conseil, moi, c'est des compagnies françaises avec un contrat français, parce qu'après, et encore que même dans ce cadre-là, ça peut être un peu délicat. Mm. Il faut bien se renseigner, il faut savoir où on va. Après, si c'est temporaire, c'est OK, mais on ne peut pas faire carrière dans toutes les compagnies. Ça, c'est clair. Mm, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est un peu plus. Je suis un peu vague, hein, je suis désolée, mais. Non, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je ne sais pas si on pourra répondre à la question de Nathalie qui demande si c'est possible de le communiquer. Quel est le salaire moyen en débutant? Vraiment, à Alors, la sortie d'école, premier job, compagnie moyenne, ni la plus grande ni la plus petite. alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Je sais qu'il y a des compagnies qui commencent au SMIC, d'autres qui sont évidemment plus élevées. J'ai une moyenne de ça, ouais, 1400 peut-être. Mm. Alors là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça varie vraiment, encore une fois, énormément en Mm. fonction des compagnies. Je dirais, ouais, 1400, 1500. Et alors, c'est le salaire de base. Après, vous avez à la rémunération, enfin, toutes les heures de vol,
tout ce qui constitue le salaire, en fait, qui s'ajoute à ça. Alors, on parle du salaire de base, hein. C'est pas ce qu'on gagne réellement. La fiche de paye, c'est un salaire fixe de base et après, il y a un espèce de variable en fonction des heures effectuées de jour et de nuit. Ouais. En fonction des destinations, des indemnités, parce qu'il y a ça aussi qui fonctionne en escale. Hein. On a des indemnités repas en fonction du coût de la vie à l'étranger, dans le pays dans lequel on se trouve. Il y a plein de petites choses en fait qui déterminent notre salaire et qui fait qu'il est variable en fait tous les mois. On n'a jamais le même salaire. Par contre, ce qui reste fixe, c'est notre base de salaire, hein, qui là pour le coup est déterminée par la compagnie dans laquelle on est. Et c'est un critère qui est très très variable pour le coup. Oui. C'est très difficile de dire comme ça un salaire. D'accord. Mais cette base de salaire, c'est toujours à minima le SMIC, c'est ça? Oui. Ok, donc ça veut dire que, si je comprends bien, même si on prend la plus petite compagnie, on a notre base de salaire qui est un SMIC, et après, ça ajoute à ça les heures de vol, etc. Donc au final, le salaire qu'on touche à la fin du mois, sauf si on était en arrêt maladie, bien sûr. On a toujours plus que le SMIC. Oui, en principe, oui. Après, il y a plein de petites variantes aussi. Hein. Il y en a qui sont en dessous du SMIC parce qu'ils sont peut-être en études ou des choses comme ça. D'accord. Voilà, là, mais a priori, quand on est titularisé et en CDI et en France aussi, c'est, il me semble, à 80%, je dirais, à partir du SMIC. Ouais. Donc forcément, oui, comme tu disais, en effet, avec tout ce qui s'ajoute en plus, en principe, on n'est jamais au SMIC, on n'est jamais à ce salaire-là. Oui. Et puis selon les compagnies, voilà, plus la compagnie elle est grande, plus le salaire de base il sera certainement intéressant. Et puis avec les évolutions, les années aussi, c'est-à-dire que 10 ans, 20 ans plus tard, même si on n'a pas souhaité évoluer et si on est sur le même poste, forcément il y a l'ancienneté qui fait que le salaire fixe il est un peu plus élevé, non? Oui, bien sûr, oui, complètement. Ça après c'est comme dans tous les corps de métier, le salaire évolue, le salaire évolue avec les années, oui, absolument. Heureusement d'ailleurs. Oui. Mais c'est quand même important qu'on se penche sur la question parce que c'est pas courant pour nous qui ne travaillons pas dans le ciel de savoir que le salaire est découpé. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que ça me paraît peut-être évident à moi, mais ça l'est pas pour tout le monde en effet, complètement. Chouette. Je trouve ça hyper éclairant tout ce que tu dis. Je crois qu'on a encore le temps pour une dernière question. Je crois qu'Élise est en train de taper la dernière question. Ça va arriver. Si quelqu'un d'autre en a une, c'est le moment, parce qu'après, on va devoir libérer Inès. Alors, Élise demande quel conseil tu donnerais pour accéder à ce type de métier? Pardon? Tu recommanderais à des personnes qui sont câblées comment, tu vois, Ouais, le profil plutôt humain, la personnalité. Honnêtement, d'aimer être seul, c'est important, parce que finalement, on est assez seul dans ce métier. D'aimer être seul, d'avoir une très bonne résistance à la fatigue. Ça, c'est hyper important parce que, mine de rien, on est soumis... On n'est pas égaux là-dessus. Hein. Non, complètement. J'ai amené une amie, là, il n'y a pas très longtemps, durant une de mes rotations. Donc, c'était très court, intense. Et puis, voilà, on est resté 3 jours sur place, on est reparti. C'était le Costa Rica. Enfin, elle m'a dit, mais c'est éreintant, je ne pourrais jamais faire ce boulot, quoi. Elle a vraiment réalisé, en fait, ce que c'était. Et voilà, elle a reconnu qu'elle ne pourrait pas faire ça. Donc, ouais, d'aimer les gens, parce qu'on c'est vrai qu'on est quand même confronté tout le temps à l'humain, en toutes circonstances. Bonne résistance à la fatigue. D'être patient, beaucoup. Et puis d'aimer, en fait, sortir de sa zone de confort. Parce qu'au final, cette non-routine est très, très stimulante. Et je sais qu'il y a des gens pour lesquels ça fait peur, en fait. Et on est loin du métro boulot dodo. Donc, voilà, il faut s'adapter en permanence, avoir un grand sens de l'adaptabilité. Voilà, c'est ça. Ça sera mon dernier mot là-dessus. D'accord. Ok. Et alors, peut-être dernière question, c'est une personne parmi nous, là, imaginons parmi les personnes qui accèdent au live qui auraient très envie de se lancer, du coup, suite à ce que tu as dit, quel conseil tu lui donnerais à cette personne, peu importe son âge allez, prenons un âge moyen, imaginons que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, 30 ans. Quel conseil tu donnerais à cette personne? De se lancer, surtout en ce moment, puisque c'est le moment. Là, les compagnies aériennes vont recruter dans les années à venir. Il y a de gros départs, il y a un gros boom, là, ça explose. Et de ne pas hésiter, en fait, de foncer, d'y croire. Et quand on veut, on peut. Donc, de se donner les moyens et de surtout pas lâcher, en fait. Voilà. Super. Merci beaucoup, Inès, pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Donc, c'était le live pour le métier hôtesse de l'air. Merci à tous pour vos questions. Les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu assister vont recevoir le replay. Et toutes les personnes qui ont assisté vont aussi, évidemment, avoir le replay. Encore merci, Inès. Bonne soirée tout le monde.
Et ça me Bonne soirée. continue dans la semaine des lives. Au revoir. Au revoir.